Les négociations visant à attirer le regard du monde sur la destination de la RDC à travers la campagne Visite Congo sont désormais engagées avec l'AS Monaco. Le partenariat avec l'AS Milan a été résilié par manque de résultats escomptés. Construction d'une boulangerie qui sera tenue par les prisonniers à la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice a procédé ce samedi à la pose de la première pierre pour la dite construction. Bienvenue à tous dans cette session d'information du week-end de partout où vous êtes. Bonsoir, on commence tout de suite avec cette information. 8 mois après la signature du partenariat avec l'AC Milan, toujours sans impact visible, le gouvernement congolais change de cap désormais. C'est avec l'AS Monaco que les négociations sont engagées pour porter haut la campagne Visite Congo et attirer le regard du monde sur la destination RD congolaise. Regardez. Le ministre des Sports et Loisirs a fait le point du projet du partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et l'AS Monaco pour la visibilité et le développement du football. Il a souligné que ce club a une histoire dans le football mondial et un lien particulier avec notre pays. Nombreux sont ces joueurs d'origine congolaise qui y ont joué ou effectué leurs premiers pas, à l'instar de Chris Chabani Nonda, Dieu merci Mbokani, Marcel Tisserand ou encore Benoît Badiachile. À ce titre, un partenariat avec l'AS Monaco offrirait à la République démocratique du Congo une plateforme de visibilité exceptionnelle à travers l'image de marque associée, prestige et notoriété, améliorant sa perception internationale et attirant potentiellement des investisseurs dans le secteur du sport, économie et industrie des sports et dans d'autres secteurs. Des initiatives de communication conjointes au travers des campagnes promotionnelles mettant en avant la culture, le tourisme et le potentiel du pays touchant un public international diversifié. Des événements et des matchs amicaux en RDC ou à Monaco. La présence du pays sur les supports de communication du club. La formation est l'autre facette de ce partenariat. Elle rejoint deux points importants, des objectifs du gouvernement à travers le ministère des Sports. La nécessité de mettre en place une académie des sports et la construction prochaine d'un institut national des sports et de la performance, fruit du partenariat franco-congolais. Élection au poste de secrétaire général de l'ONU Tourisme, le Ghana, par le biais du docteur Mohamed Chambas, a présenté au président Félix-Antoine Tshisekedi leur candidat. Mohamed Adam est donc le seul candidat africain soutenu par l'Union africaine. C'était le vendredi 9 mai. Emeline Kambi du reportage. C'est pour solliciter l'appui de la RDC à l'élection de son candidat à l'Organisation des Nations Unies Tourisme que le président ghanéen a dépêché un émissaire qui a été reçu par le président Félix Tshisekedi. Le docteur Mohamed a présenté au cours de cette rencontre le candidat africain soutenu par l'Union africaine au nom de Mohamed Adam. Ce candidat favori de l'UA est un diplomate de carrière qui a bataillé dur pour un tourisme inclusif et durable. L'émissaire du président John Dramani a indiqué que le président Félix a fait preuve de solidarité. Je cite, « C'est le seul candidat africain soutenu par l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi nous a assuré du soutien de la République démocratique du Congo pour que l'Afrique occupe cette position pour la première fois. Le tourisme étant devenu un atout de développement et de création d'emplois, l'Afrique a besoin d'avoir quelqu'un qui puisse défendre ses intérêts dans ce domaine. » Fin de citation. Notez que l'Assemblée générale de l'ONU Tourisme est prévue à Riyad du 7 au 11 novembre. Elle aura pour mission, entre autres, de nommer sur recommandation du conseil exécutif de cette organisation un nouveau secrétaire général à la majorité de 2/3 des membres effectifs présents et votants.
Autre chose, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a déposé le rapport annuel de l'exercice 2024-2025 ainsi que le rapport à mi-parcours du processus électoral 2021-2024 à l'Assemblée nationale. C'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui l'a personnellement réceptionné, Nico Kassanda. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI du 3 juillet 2021, le président de cette institution, Denis Kadima, s'est acquitté d'un devoir républicain visant à permettre aux élus du peuple d'avoir une compréhension éclairée du processus électoral en RDC. C'est suite à cette exigence que le numéro 1 de la centrale électorale a officiellement déposé le rapport annuel de l'exercice 2024-2025 ainsi que le rapport d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024 au président de l'Assemblée nationale. On a voulu le voir pour symboliquement lui remettre sa copie à lui. Mais en plus de ce rapport annuel qui porte sur nos activités, il y a un rapport d'évaluation. Nous avons eu des ateliers pour évaluer le processus électoral de 2021 à 2024. Nous appelons ça rapport d'évaluation à mi-parcours. Et là, il y a des recommandations par rapport aux améliorations des processus futurs. Et ce rapport a été imprimé et nous avons remis une centaine de copies au président de l'Assemblée nationale. Le contenu, c'est en fait la perspective de la CENI par rapport à ce qui doit être amélioré. Sachez que ça touche aux questions légales, techniques, opérationnel, il faut que tout le monde sache ce que la CENI pense et les autres acteurs jouent aussi leur rôle. Ils ont aussi sont en train d'examiner le processus parce que vous savez, quand on tient des élections, qu'on ne doit pas juste annoncer les résultats et croiser les bras. Il faut aussi réfléchir sur les améliorations. Et ça, c'est notre effort pour améliorer le processus futur. Au regard de leur contenu, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a salué la qualité du travail accompli par Denis Kadima et son équipe dans le strict respect des prescrits de la loi. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, a procédé ce samedi à la pose de la première pierre pour la construction d'une boulangerie qui sera tenue par les prisonniers à la prison centrale de Makala. La durée des travaux est estimée à 6 mois. Emin Kambidio. Ça va, hein? Ils seront bientôt salariés. Les prisonniers de Makala vont tenir d'ici 6 mois une boulangerie. Le ministre de la Justice y a posé la première pierre. Cette boulangerie qui est construite par un entrepreneur privé va permettre d'occuper le prisonnier mais en même temps de les payer. Donc les prisonniers seront engagés, employés comme des travailleurs. Ils seront payés chaque fin du mois selon qu'ils produiront. C'est comme cela que ça se passe partout au monde et surtout sur la base du nouveau régime pénitentiaire que nous sommes en train de piloter sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc bon vent, nous reviendrons pour inaugurer le lancement des travaux pour commander. Notez que des formations au métier seront dispensées aux détenus, une initiative du ministère de la Justice en connivence avec celui de la formation professionnelle. Et puis le ministre de la Justice et garde des Sceaux a procédé à la délivrance de permis de culte aux pasteurs membres de la structure au conseil que chapeaute le pasteur Godem Poi. C'était le vendredi 9 mai dans la salle de l'Institut national de formation judiciaire situé au palais de justice de la Gombe, Nico Kassanda. C'est la salle de réunion de l'Institut national de formation judiciaire qui a servi de cadre le vendredi 9 mai 2025
Pour cette rencontre entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et les responsables des églises, Constant Mutamba a profité de cette rencontre pour expliquer clairement l'importance et les avantages de l'opération d'identification des églises et pasteurs à travers le pays. Dans un langage précis, Maître Constant Mutamba fait savoir à ses hommes des dieux que le chef de l'État Félix Tshisekedi lui a donné des instructions claires pour organiser et assainir ce secteur combien important. L'opération d'identification des pasteurs des églises est gratuite. Et quiconque se met à rançonner les hommes de Dieu sur cette question sera arrêté. L'objectif, c'est d'assainir les secteurs des cultes, et non de nous faire de l'argent derrière les pasteurs. Nous voulons savoir combien d'églises il y a au Congo, combien de pasteurs il y a, qui est pasteur, qui ne l'est pas, qui est révérend, qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui peut être appelé église? Qu'est-ce qui peut être appelé communauté, confession? Satisfait de cette initiative, le pasteur Godin Poya traduit sa satisfaction. Nous subordonnons cette identification par la gratuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent à payer pour ça. Comme vous nous avez identifié gratuitement, vous avez d'abord le soutien du Très-Haut, vous avez le soutien de toute l'Église. La cérémonie de remise du permis des cultes a été sanctionnée par une photo de famille à la satisfaction des Godin Poy qui promet d'informer les autres pasteurs sur les avantages de ce processus d'assainissement du secteur des cultes. En justice, parlons du procès du meurtre commis contre Fiston Kabeya, agent de la police de circulation routière. La cour militaire de la Gombe a ouvert le débat par rapport à l'expertise médicale dressée par le médecin légiste. C'était à l'audience du jeudi 8 mai tenue dans la nuit au camp Lufungula. Nico Kassan encore une fois de plus. Cette audience de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, tenue au camp Lufungula, sur l'affaire du meurtre du policier de circulation routière Fiston Kabeya, a été consacrée au débat autour du rapport d'expertise médicale sur l'autopsie fait sur le corps du défunt. Le dit rapport enseigne un traumatisme crânien encéphalique comme cause de la mort du policier de roulage Fiston Kabeya Senga. Au total, cette prévenue policier commis à la sécurité de la première ministre Judith Suminwa comparaissent dans cette cause. Nous avons procédé en date du 28 avril 2025 à l'autopsie de la dépouille mortelle du policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Kokolo et la cause de son décès, c'est l'hémorragie cérébrale suite au traumatisme crânien encéphalique, a dit le greffier de la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui procédait à la lecture du dit rapport. Prenant la parole, le ministère public a argué dans ce sens. Nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médical dressé par le médecin légiste. C'est que, d'après le médecin, Fiston Kabeya est mort des suites des traumatismes crâniens. Ceci corrobore d'ailleurs avec les témoignages que nous avons eus devant 2 témoins qui étaient sur les lieux de la commission de faits. Ces 2 témoins ont stigmatisé la violence que Fiston Kabeya a subie ce jour-là lors de son arrestation. On l'a fait monter dans la Jeep en lui administrant des coups de poing, des coups de fusil et des crosses d'armes, a renchéri le ministère public. La partie civile abondant dans le même sens a souligné que la vie humaine étant sacrée et qu'il fallait réparer ce tort irréversible de la part des inculpés devant la cour militaire et obtenir gain de cause. Par ailleurs, les avocats des accusés ont soutenu que le médecin légiste a conclu son rapport sous réserve et que celui-ci n'était pas suffisamment clair. Selon eux, ce rapport est rempli de termes techniques difficiles à comprendre. Ils ont pour ce faire sollicité de la cour militaire la comparution de l'expert légiste pour d'amples explications ainsi que du magistrat instructeur. En réponse aux observations de la défense, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a répondu dans ce sens. Concernant la comparution du magistrat instructeur,
N'étant pas médecin, elle trouve superpétatoire étant donné que le rapport médical est éloquent. S'agissant de la comparution du médecin légiste, la Cour a jugé que cette comparution est pertinente étant donné que certains termes techniques utilisés dépassent l'entendement des parties. Parlons sécurité, les communautés du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et la société civile déterminée à unir leurs forces pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. C'est dans ce contexte qu'elles ont mis en place un cadre de concertation dont le lancement est intervenu ce samedi 10 mai à Kinshasa. Nico Kassanda et Francis Matondo, reportage. Ces communautés du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et la société civile se sont unies comme un seul homme dans le but de lever leur voix dans la recherche de la paix dans ces provinces de l'Est de la RDC, d'où le lancement du cadre de consultation de ces communautés où plusieurs natifs de ces provinces ont pris part. Les communautés ethniques des provinces martyres du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, à cause de l'insécurité récurrente, ont décidé aujourd'hui de montrer à la face de la nation congolaise et du monde entier qu'elles adoptent un narratif autre, à se consulter régulièrement afin de faire face à ces situations malheureuses qu'elles traversent et ainsi contribuer efficacement ensemble à la paix durable et au développement total de leurs provinces respectives. Aux représentants du Sud Kivu de présenter les valeurs que regorge ce cadre. Nous avons des valeurs et ces valeurs, nous estimons, elles sont intrinsèques qui nous lient, les trois communautés ici, ainsi que l'organe de la société civile qui est ici représenté. Lesquelles? L'unité dans notre démarche, l'unité de ce que nous poursuivons, l'unité dans tout ce que nous poursuivons. Il faut qu'il y ait de l'unité. Ces communautés ont été appuyées par la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Ça me réjouit de voir que notre initiative avec les communautés, c'est une initiative qui est opportune, mais également salvatrice dans ces contextes où nos provinces se sont aux prises aux violences et à l'agression de notre pays par le Rwanda. Nous devons accompagner les communautés et la société civile à participer dans les processus de paix qui sont en cours. Et en tant que société civile, nous avons commencé à travailler avec les communautés pour jouer la coordination technique de tout ce qui s'est fait et la coordination, je dirais, des rapportages de tout ce qui s'est fait par les communautés. C'est le représentant du Sud Kivu qui a clôturé ces assises. Cette activité était véritablement un cadre d'échange où les communautés se sont exprimées à cœur ouvert. Le maire de Butembo appelle la population de cette ville à pouvoir faciliter le passage des véhicules de la MONUSCO qui sont chargés d'évacuer des casques bleus à Goma. Cela après l'entrée du 1-23 dans la ville. Suivez plutôt les propos du maire de Butembo. Moi, commissaire supérieur principal Moabaeki Teli Roger, maire de la ville de Butembo, demande à toute la population de la ville de laisser libre passage aux véhicules de CICR et de la MONUSCO venus à la rescousse de nos compatriotes, sachant qu'ils ont facilité leur déplacement de Goma à Lubero. Eu égard à cet acte humanitaire posé à notre faveur, un appel pathétique est lancé à tous quant à ces. Le contrevenant subira la rigueur de la loi. Et dans le reste de l'actualité, les entrepreneurs congolais peuvent bénéficier des crédits allant jusqu'à 50 000 $ américains pour financer leurs projets entrepreneuriaux et artisanaux. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par le ministre de l'Industrie où un protocole d'accord a été signé entre le Fonds pour la promotion de l'industrie et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat. Bénédicte Koukemonombi.
Ce protocole d'accord signé entre le FPI et le FOGEC ouvre la voie à l'octroi de crédits allant jusqu'à 50 000 $ américains pour les projets portés par des jeunes Congolais de 18 à 35 ans. Des jeunes entre 18 et 35 ans qui ont des projets magnifiques, beaucoup d'entre eux dans l'industrie. Ça sera le financement du FPI au taux de 4% l'an sur des projets qui vont jusqu'à 50 000 $ pour ces jeunes-là, et ce financement sera grâce à la garantie que donne le FOGEC au FPI. Un projet dénommé Vijana a donc été lancé. Il s'agit d'un programme de soutien à l'entrepreneuriat de jeunes avec un taux d'intérêt de 4% l'an. Donner l'accès au public, c'est-à-dire au petit peuple, ceux qui n'ont pas de moyens de participer au crédit des affaires, de faire partie de cette catégorie et d'améliorer en tout cas le pouvoir d'achat de la population. Ce protocole d'accord est le fruit de la détermination du ministre de l'Industrie, Louis Watom Kabamba, conformément à la vision du chef de l'État, avec le soutien de la première ministre Judith Suminwa. En sport, solide leader des playoffs avec 12 points sur 15, l'AS Maniema Union affronte l'AC Rangers ce dimanche au stade des Martyrs, un duel à enjeu difficile qui a déjà débuté à la conférence de presse d'avant-match marquée par la détermination affichée par les deux camps. Shadrack Tinta. C'est un match, c'est un autre match. Il y a des matchs qui se succèdent, comme j'ai l'habitude de le dire. Demain, ça sera encore contre un gros poisson aussi, Maniema Union, qui n'est pas la moindre des équipes. Nous sommes là, nous sommes conscients de l'événement, nous sommes conscients du match et nous sommes prêts pour affronter cette équipe en caractère africain qui n'est pas la moindre dans ces pays. Une équipe très bien organisée, très bien structurée, et nous sommes là pour les affronter. Nous allons aborder notre match tranquillement, pas de pression, et surtout que ça sera pas un match facile. Ça sera pas vraiment un match facile parce que Maniema Union aussi, c'est une équipe très très puissante. Ils ont des joueurs très très physiques. C'est une équipe aussi tactiquement en place. Donc ça sera vraiment un bon match. Et par rapport à nous aussi, nous sommes là, nous sommes prêts pour demain. Je vais Mazembe, après Mazembe, ça va l'aider. Et demain, ça va être une équipe très solide des Rangers. Et, nous, on s'est dit, on va prendre les rencontres les unes après les autres. On a nos objectifs. Loin de nos terres, on a nos objectifs. Voilà, on est en train de vraiment mieux mettre nos stratégies en place pour essayer d'avoir encore demain les 3 points. L'actualité au-delà de nos frontières pour terminer, accusation mutuelle entre l'Inde et le Pakistan sur des tirs des missiles. Les conflits s'intensifient alors que l'Inde a fermé certains de ses aéroports civils. Bédit Kokemonombi. Le Pakistan accuse l'Inde d'avoir tiré des missiles sur 3 de ses bases aériennes et parle de légitime défense par rapport à ces tirs. L'Inde clame la légitime défense. Ce sont les actions pakistanaises qui ont constitué une provocation et une escalade. En réponse, l'Inde a défendu et réagi de manière responsable et mesurée à ces provocations et escalades du côté pakistanais. Les frappes des missiles, des tirs et des attaques des drones s'intensifient entre les deux puissances nucléaires. Aucune partie ne montre de signes d'apaisement ni d'acceptation de responsabilité. Les forces armées indiennes ont mené des attaques de précision uniquement sur des cibles militaires identifiées. Celles-ci comprenaient des infrastructures techniques, des centres de commandement et de contrôle, des sites radars et des zones de stockage d'armes. Dans un climat de tension, aucune des parties en conflit ne semble vouloir faire un pas en arrière. L'Inde a fermé 24 de ses aéroports civils. Ainsi se referme ce journal. Madame, Monsieur, voici l'essentiel à retenir.
Les négociations visant à attirer le regard du monde sur la destination de la RDC à travers la campagne Visite Congo sont désormais engagées avec l'AS Monaco. Le partenariat avec l'AS Milan a été résilié par manque de résultats escomptés. Construction d'une boulangerie qui sera tenue par les prisonniers à la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice a procédé ce samedi à la pose de la première pierre pour la dite construction. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie de la chaîne du repos. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien.